Aujourd'hui, nous retrouvons la voix militante de Noé Petit. C'est marrant parce que tu as parlé d'épanouissement et de cauchemar. C'est-à-dire qu'au début, ta lutte, ça a commencé par un cauchemar. Ouais, c'était chaud. Et aujourd'hui, tu dis que tu es finalement épanoui en tant que militant, ce qui est assez intéressant. Et pourquoi tu penses que tu peux être épanoui en fait en tant que militant ? Ouais, ça, c'est génial comme question. Parce que quand tu agis de la même façon que tu penses, là, tu trouves du sens dans ta vie. C'est-à-dire que à partir du moment où moi, dans mon mode de vie personnel, dans mes actions personnelles, ma façon de me déplacer, de consommer, c'est en raccord avec ce que je pense, on est épanoui. Et en fait, dans les luttes que je mène, c'est pareil. En fait, ça me suffirait pas de manger plus de viande, le plus bio et local possible, d'avoir des toilettes sèches et de prendre uniquement le train et le vélo. Ça me suffirait pas dans ma satisfaction de l'impact que j'ai sur le monde. C'est-à-dire que si je suis pas dans des luttes concrètes pour agir plus largement, je serais pas épanoui. Et le fait d'agir et de voir que les choses changent, de voir qu'on peut influencer positivement des gens, attention, quand je dis influencer, c'est leur faire penser différemment les choses, leur apporter des connaissances peut-être qu'ils n'avaient pas, parce que personne leur avait apporté auparavant, parce qu'il n'y avait pas de collectif qui était en lutte pour parler du coup de ces emplois, de l'écologie, etc. Ça permet d'avoir un impact sur le monde à une petite échelle, et ça, c'est épanouissant. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Bah là, du coup, c'est ça, quoi, clairement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la fable du colibri ? Ah oui, bah oui, avec les incendies. Oui. Ouais, bien sûr. Et comment tu te positionnes par rapport à ce truc ? Je suis carrément d'accord. T'es carrément d'accord ? Si chacun dans son petit coin, on commence tous à faire quelque chose, ça bouge énormément. Et par contre, il faut qu'on soit en réseau. C'est pour ça que là, on a besoin de structures. Alors, il y a le débat de est-ce que c'est des partis politiques ? Est-ce que c'est des associations ? Moi, je suis dans un parti politique, mais je pense quand même que les partis politiques sont des structures qui sont en train de crever, clairement. Quand on voit comment dire, je vais plus avoir le terme, mais la réticence qu'il y a à l'encontre des partis politiques, quand on voit le taux d'abstention, on se dit que non seulement on a un régime politique qui est vraiment en cendres, franchement la 5ème République s'est fait descendre notamment par le passage des retraites, de l'épisode de la réforme des retraites, mais plus que ça, c'est même honnêtement, les syndicats, il y a de moins en moins de gens qui syndiquent, les partis politiques, tout ça, c'est des structures pourtant, qui sont là, un peu... avec la réforme des retraites, bien il y a sûr. eu beaucoup d'adhérents en Mais plus. Carrément. Et c'est peut-être un changement par rapport à ce mouvement qui est Je là sais depuis bien, un moment. mais je pense que ces structures-là sont un peu obsolètes. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, la nouvelle génération, moi, franchement, je connais plein de gens autour de moi qui sont hyper actifs. Je dois être le seul qui est encarté dans un parti. Donc je pense qu'en effet, c'est des structures qui sont un peu obsolètes. Mais pourtant, je suis quand même dans les partis parce que je pense que c'est absolument nécessaire, qu'on ne peut pas faire autrement. Et je suis aussi à la CGT parce que je pense qu'on a besoin de se syndiquer, de soutenir les syndicats, de soutenir les luttes des travailleurs et des travailleuses. Mais malheureusement, à contre-cœur, je me rends compte que c'est des structures qui décroît. Mais ça me fait mal au cœur. Mais c'est pour ça que moi, je suis dans les partis, je suis dans des choses pour dire, mais venez, mais regardez ce qu'on peut faire. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont actifs politiquement, mais différemment. Et donc la question, c'est quelle structure réunit ces colibris qui, chacun de leur côté, font des petites choses. Ça, on verra bien. Mais il y en a plein. Moi, je pense qu'une chouette combinaison entre les associations, les collectifs, les partis politiques, les syndicats, s'il y a une espèce d'agglomérat tout comme ça qui se forme, on peut changer les choses. Et c'est pour ça que moi, je porte énormément d'espoir dans la NUPES, parce que non seulement c'est une coalition politique, mais ça permet notamment à plein d'associations de pouvoir se positionner. Parce qu'il y a des associations qui sont ouvertement de gauche, tout ce qui est SOS Racisme, les plannings familiales, etc. Ils se positionnent souvent politiquement. Ils appellent à faire barrage au Rassemblement National, etc. Mais s'ils font le choix aux européennes entre une liste PS, LFI, ELV, PCF, Génération, NPA, Lutte ouvrière, ils peuvent pas. Par contre, ils peuvent clairement dire, s'il y a une liste d'union de la gauche, il faut aller voter pour celles et ceux qui défendent les droits des LGBT, les droits des minorités, etc. Et donc, je pense que la NUPES est une coalition politique qui pourrait entraîner une coalition beaucoup plus large avec tous les mouvements associatifs, les collectifs, les syndicats, les organisations sensibles à ces idées-là. Donc c'est pour ça que je porte beaucoup d'espoir dans la NUPES. Et qu'est-ce que tu penses de l'état de la NUPES aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, notamment sur ce qu'ils appellent la division, sur le fait que des discours un peu opposés au sein même de la NUPES existent. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'ancien candidat là-dedans ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué.
parce que aujourd'hui, la NUPES, elle existe par le travail des députés. Moi, j'entends des députés puis je les vois sur les réseaux sociaux, hein. Enfin, franchement, il y en a plein qui travaillent très bien ensemble et ça se passe super bien. Les députés comme... il y a plein de députés génération, il y a des députés insoumis, des députés écologistes qui défendent vraiment la NUPES, et sincèrement en fait. Et qui militent sur les réseaux sociaux, qui appellent les militants de terrain à continuer de travailler ensemble, de continuer de tracter. Et du coup, moi j'essaie de le faire aussi sur le Loir-et-Cher. Là, quand on est allé tracter ensemble sur les brocantes, les marchés, etc., je pense que NUPES doit continuer d'exister comme ça, parce que en plus ça parle beaucoup plus aux gens. Franchement, si tu vas tracter avec un tract pour dire voter LFI ou voter ELV, je pense que ça marche beaucoup moins de dire mais voter pour une coalition plus large de la gauche qui a des chances de l'emporter. En fait, ça entraîne beaucoup plus parce qu'on ne milite plus simplement pour un candidat, une candidate ou pour un programme, mais pour clairement une possibilité de gagner et d'y arriver en fait. Et ça entraîne. Et moi, je parle avec beaucoup de jeunes dans ma fac, dans mes proches. Ils sont tous et toutes quasiment pour la NUPES, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de choisir entre ELV, LFI, le PS, le machin, le truc, etc. Parce que sur des petites différences, ils estiment que j'en sais rien, moi ce que je pense sur ce petit point-là, qui n'est pas d'accord, etc. Et pour eux, voter NUPES, ça permet d'éviter de faire des choix trop compliqués. Et ça permet, trop compliqué, pas parce qu'ils sont cons et qu'ils savent pas pour qui ils vont voter, mais parce que de se dire mais stratégiquement est-ce que ELV a plus de chances que LFI de remporter les prochaines européennes, etc. Là de dire de toute façon il y a une liste et si on vote tous on va faire 30%, on va tous gagner, on va niquer le Rassemblement National et puis Renaissance, ça entraîne beaucoup plus les jeunes et les gens à aller voter. Donc moi je pense que la NUPES elle est absolument nécessaire, parce que sans la NUPES il n'y a pas d'espoir en fait, et que la NUPES elle porte un espoir qui entraîne, et sans NUPES de toute façon il n'y a aucune chance de gagner quasiment aucune élection. Et est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que... Franchement, j'en sais rien. Est-ce que l'alliance ensemble existe? Oui, parce qu'ils siègent ensemble à l'Assemblée, comme la NUPES. Mais est-ce que pourtant, on a une identité ensemble? Je parle bien de la coalition Modem, Renaissance, et puis, je sais plus ce qu'il y a dans leur truc, Horizon d'Edouard Philippe. Est-ce que pour autant, cette alliance-là, on a l'impression qu'elle existe sur le terrain? Enfin, franchement, pas du tout. Moi, j'ai jamais vu de militants ensemble, en tout cas pas dans le Loir-et-Cher. Par contre, je vois des militants NUPES. Mais pourtant, objectivement, pour être très sincère, elle est pas très structurée, la NUPES, quand même. Je veux dire, c'est un peu casse-gueule. Mais pour moi, ça dépend de la volonté des acteurs locaux. Il y avait un peu des questions de dire, est-ce qu'on devrait créer une manière d'avoir sa carte chez la NUPES? Est-ce qu'on pourrait rassembler des gens autour de la NUPES, de dire toi tu veux militer mais tu sais pas si tu veux militer chez les Verts ou militer chez FI, est-ce que tu pourrais avoir la NUPES? Comment ça pourrait s'organiser, ce genre de choses? Mais moi je pense que ça devrait s'organiser sur comme un... Tiens, je vais prendre l'exemple d'une coordination. Clairement la coordination des luttes locales centre, c'est une coordination de plusieurs luttes en région sur des sujets. Mais il y a des gens qui habitent, par exemple là je vais prendre un exemple, dans la coordination des luttes, il y a le collectif de Beaugency et de maires qui luttent contre des projets de plateforme logistique. Quelqu'un qui habite dans un village entre les deux et qui se dit mais est-ce que je vais donner mon temps pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux ou pour machin, mais là il peut aider la coordination à mener la lutte plus globalement. Et il n'a pas à trancher. Et en fait, c'est parce qu'il y a une structure de coordination qui est même pas officielle, hein, c'est rien, il n'y a pas de y a pas de statut, il n'y a rien. La NUPES, c'est pareil. Si quelqu'un se dit ouais, mais moi, dans mon coin, j'ai un militant LFI dans le village d'à côté, un militant ELV là-bas, avec qui je vais militer, parce que je rejoins un peu les deux programmes, mais qu'est-ce que stratégiquement, qu'est-ce qui va être le plus malin? De dire, mais on milite tous ensemble, même si on a des petits désaccords sur certains sujets. De toute façon, les désaccords, ils sont... Enfin, je veux dire, à un moment, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur... Enfin, je veux dire, il y a tellement de points sur lesquels on est d'accord qu'on pourrait gouverner ensemble pendant 15 ans avant d'avoir à traiter des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Il y a tellement de sujets d'une urgence absolue quand tu vois qu'il nous reste 7 ans pour agir face au dérèglement climatique et qu'on se dit « Ouais, mais quand même, sur le drapeau européen, on n'est pas d'accord sur le symbole de ce que ça représente. » Ouais, d'accord, je veux bien. Après, là, sur la NUPES, c'est quand même des questions de l'ordre du nucléaire ou du positionnement par rapport à l'Europe, qui sont qui sont beaucoup plus importantes que les questions d'un simple drapeau, finalement. Non, mais bien sûr. Mais sur ces questions-là, j'ai envie de dire...
Après, c'est des rapports de force, mais comment est-ce qu'on établit ces rapports de force-là? Parce que là, les rapports de force ont été établis par le résultat des présidentielles, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées dans le calcul, mais voilà. Et comment est-ce qu'on fait, puisqu'on n'est pas d'accord sur, typiquement, le nucléaire? La réponse, moi, objectivement, je ne l'ai pas, je sais pas. Je pense qu'on peut trouver des compromis sur certains sujets, notamment sur l'Europe. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te révolte aujourd'hui, finalement? Si tu devais retenir une seule chose. Ouais, mais je pense que la chose qui me révolte le plus, c'est l'inaction climatique du gouvernement. Je pense que là, on atteint des sommets. Hein. Franchement, c'est là les dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui te demandent le lendemain que le Conseil d'État retape sur les doigts du gouvernement sur ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Que le lendemain de ça, ils disent faudrait peut-être faire une petite pause dans les réglementations européennes. Non, parce que là, ça commence à être chiant l'écologie. Hein. Là, moi je me dis, mais ces gens-là, ils sont en train de causer notre suicide collectif, quoi. Est-ce qu'ils se rendent compte, quand Christophe Béchu dit qu'il faut préparer une France à plus 4 degrés, ça n'existe pas de préparer une France à plus 4 degrés. On ne prépare pas une France à plus 4 degrés. C'est un oxymore, le terme préparation et plus 4 degrés qui veut dire cataclysme climatique. Ça veut dire, là, il dit pas préparer, il se dit, bon, faut accepter qu'on va tous crever, quoi. Mais franchement, moi, je trouve ça super grave. Et l'inaction climatique de ces mecs-là, parce que c'est principalement des mecs, elle est super grave, quoi. Et elle conforte le déni d'une partie de la population qui n'arrive pas à voir cette réalité en face. Pourtant, elle est là, et c'est indiscutable. Il y a plein de sujets où je n'estime pas qu'il y a une réalité absolue. Il y a plein de sujets politiques où il n'y a pas de vérité absolue. Sur toutes les questions d'identité, machin, il y a plein de sujets où il n'y a pas de vérité scientifique. Mais les questions écologiques, c'est incontestable. Quelqu'un qui conteste des faits scientifiques d'un point de vue de l'écologie, c'est un imbécile. Enfin, franchement, moi, je vais être clair sur ça. C'est quelqu'un qui te dit non, il n'y a pas de dérèglement climatique parce que moi, cet été, j'ai mis une laine au mois d'août. Mais mec, tu n'es pas scientifique, en fait. Il y a des gens qui se disent, mais non, mais qu'est-ce qu'il va parler de sécheresse? Il a plu au mois d'avril. Oui, non, mais il a plu au mois d'avril. Du coup, c'est vraiment une question d'imbécilité ou c'est plus, les gens, ils ont accès à certaines informations, on leur dit tout et leur contraire. Est-ce que c'est vraiment intrinsèquement lié à la personne elle-même? Mais moi, je veux pas paraître prétentieux en disant nous, on est super intelligents parce qu'on sait la vérité et vous êtes cons parce que vous savez pas la vérité. Il y a plein de sujets où c'est pas une question d'être bête ou intelligent. Je vais être un peu cash, mais la réforme des retraites, moi, je suis profondément contre. Mais il n'y a pas une vérité absolue. Je veux dire, scientifiquement, il n'y a pas une vérité. Je veux dire, c'est... Et ils nous disent qu'il y a un système libéral qui fait qu'il faut repousser l'âge légal de la retraite, et nous on dit, en fait, il y a des droits sociaux qui passent avant, il faudrait probablement changer. Est-ce que tu veux purifier l'air des horreurs que je dis? Moi je sens rien, je suis bien là. Donc, je reprends. Par exemple, la réforme des retraites, il n'y a pas de vérité absolue. Je veux dire, moi je pense que les macronistes ont tort, mais ils ont tort d'un point de vue du fait que dans leur système libéral, il y a un déficit, il faudrait repousser l'âge. En plus, ça dépend des scénarios, mais ok. Et nous on dit, il y a un déficit, mais on peut aller chercher l'argent autre part en fait, plutôt que de faire travailler les gens plus longtemps. Mais je veux dire, il n'y a pas une vérité scientifique... purement pragmatique. C'est une vision de voir la société. C'est des visions de société. L'immigration, il n'y a pas une vérité scientifique de est-ce qu'il faut accueillir oui ou non les immigrés. C'est des points de vue sur des questions d'identité nationale, c'est des questions d'un point de vue des valeurs humanistes qui rentrent en conflit. Mais il n'y a pas une vérité scientifique de est-ce qu'on doit laisser crever des gens dans la mer parce que c'est les Français d'abord et puis on est chrétiens et blancs. Moi je pense que c'est absolument faux de penser ça parce que l'humanisme passe avant et on a des devoirs, mais je veux dire c'est pas une vérité scientifique, c'est des vérités peut-être morales, politiques, philosophiques, mais pas scientifiques. Par contre de dire qu'il y a un dérèglement climatique, qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est des vérités scientifiques. Et ça veut pas dire que le sujet est plus grave que l'autre, mais ça veut dire que les personnes qui vont contester un fait scientifique, mais c'est de l'obscurantisme, c'est soit des gens qui ont des intérêts à dire ce genre de choses, donc typiquement tous ceux qui vont avoir des intérêts à ce que les choses ne changent pas, donc les industriels, les actionnaires, certains politiques, et puis je pense qu'en effet, il y a des gens, pour moi, qui sont absolument stupides de penser que
la Terre ne se réchauffe pas, comme des gens pensent que la Terre est plate. À un moment, on leur met des dizaines de rapports sous le nez depuis une cinquantaine d'années. Premier rapport, c'était il y a 50 ans, 72, 51 ans. Quand tu dis des gens, ils en général, c'est des gens dans la politique, des citoyens, citoyennes, n'importe qui. Mais c'est je pense qui que exactement les gens dans la politique qui nient des faits scientifiques, c'est parce qu'ils vont chercher l'électorat de ces personnes qui soit sont dans le déni. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni, qui n'ont pas envie d'écouter, qui disent non, moi j'écoute plus la télé parce qu'on n'entend que des choses horribles, ça me fait trop peur. Mais il y a aussi des gens, j'en ai rencontré, c'est des gens qui nous insultent, qui nous crachent à la gueule en nous disant vous nous emmerdez, on veut vivre tranquillement, on veut bouffer notre beefsteak et rouler en 4x4, il n'y a pas de réchauffement climatique, moi cet été j'ai mis un pull en laine, donc vous nous emmerdez, etc. Ces gens-là, ils vont nous faire crever. Ces gens-là vont nous faire crever. Donc moi je suis pas d'accord que parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'écouter des faits scientifiques, on ne fasse rien. Et je pense que l'imbécilité de ces gens-là permet d'appuyer certaines personnes qui ont conscience de l'urgence écologique mais qui n'agissent pas parce qu'ils appuient leur inaction sur ces personnes-là en disant oui bah attendez mais faut pas trop qu'on change parce que regardez si on change trop vite les gens vont râler etc. Moi franchement, je suis en colère. Moi, ce qui me révolte, c'est les gens qui veulent pas voir qu'il y a des choses à faire de façon urgente et que c'est indiscutable. Bah, franchement, les mecs de 60 ans, les hommes blancs de 60 ans qui ont vécu leur meilleure vie, qui ont connu les meilleures époques, les meilleures heures de notre histoire, qui aujourd'hui continuent à maintenir le système dans lequel on vit, et que ma génération, nous, on va crever la gueule ouverte, ouais, franchement, ça me révolte. Et je ne supporte plus d'entendre des personnes nier des faits scientifiques. Voilà, donc si vous voulez une question sur ce qui me révolte, ce sont ces gens-là. C'est marrant parce que tu as parlé de devoir aussi par rapport à cette inaction climatique. Et on a une question, c'est citoyens, citoyennes, comment ça se matérialise pour toi ? Ouais, mais je pense que malgré toutes les critiques qu'on peut faire, on a la chance de vivre en République. Alors ce qui est horrible, c'est qu'on est rempli d'idéal, de théorie, et dans la pratique, ça se traduit pas toujours de la bonne façon. Et donc on a souvent tendance à critiquer le système à tout à fait juste titre, mais on a la chance de vivre en République et d'être tous des citoyens, des citoyennes. Et même ceux qui n'ont pas le droit de vote, malheureusement, ils ont quand même si des personnes remettent ça en question, des droits. Et je pense que c'est fondamental. Maintenant, comment est-ce qu'on va... Quelle est la place de ces citoyennes et ces citoyens dans les sujets écologiques dont j'ai parlé juste avant? C'est compliqué comme question parce que je pense qu'il n'y a que nous, citoyennes et citoyens, qui avons le pouvoir fondamentalement. Si demain on décide tous qu'on ne reconnaît plus l'autorité de l'État et qu'on refuse et qu'on s'en fout royalement de tout, mais le système s'effondre. Donc, mais du coup, ça se matérialise comment ? C'est quoi ? C'est une guerre civile ? C'est non, des mais gens du qui tout. prennent les Mais ça veut dire armes, que c'est si des gens demain qui... on décide que vraiment il faut agir pour le climat et qu'on est tous d'accord et qu'on propose des solutions, type Convention citoyenne pour le climat, les choses elles peuvent changer. Mais le problème c'est qu'après tu as des politiques qui passent, des politiques qui ont des intérêts à ce que rien ne bouge et qui vont torpiller et enlever 80% des mesures de la Convention citoyenne pour le climat et en garder que 10 intactes. Et du coup, pour toi, dans tout ça, à la base, c'est quoi être citoyen et citoyenne en fait par rapport à cette République qu'on a aujourd'hui ? Mais c'est le pilier fondamental en fait. C'est si la base du truc se bouge, tout s'effondre en fait. Donc on a un devoir tous à proposer, à demander et proposer des transformations. Et ça peut se faire complètement de façon démocratique et pacifique. On n'est pas obligé de refaire des révolutions comme on a fait. On peut le faire de façon pacifique. Et typiquement, quand on a... Et en plus, normalement, à l'origine, on a des structures qui sont faites pour ça. Mais le problème, c'est qu'on s'assoit dessus. Les référendums, les initiatives à l'échelle européenne, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais du coup, les référendums, aujourd'hui, en France, c'est assez compliqué de les mettre en place, voilà. Notamment avec le gouvernement qu'on a. Mais je pense qu'une très grande majorité des citoyennes et citoyens français demandent à ce qu'il y ait plus de référendums et pouvoir s'exprimer, etc. Mais c'est un manque de volonté politique de le mettre en place. Et donc, ça repose sur nous. Parce que s'il y avait ces référendums qui étaient mis en place, on pourrait porter plein de choses. Mais en fait, on a le pouvoir. Et je pense qu'on se sous-estime énormément sur notre capacité à exercer ce pouvoir-là.
Et le problème, c'est qu'une trop grande majorité de ces citoyennes et citoyens-là vont juste voter tous les 5 ans en se disant on vote pour le moins pire ou voilà, enfin tous les mécanismes qui peuvent rentrer à ce moment-là en place en disant on va voter Macron parce que Mélenchon c'est un dictateur de l'URSS et Marine Le Pen c'est une néo-nazie fasciste. Et donc on va voter Macron parce que c'est un jeune, beau gosse, gentil, qui a des sensibilités sociales, mais en même temps qui n'est pas un révolutionnaire de gauche. Donc libéral, quoi. Et donc les gens vont juste voter. Mais non, je pense qu'il faut être tout le temps là, tout le temps, à tous les niveaux, à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Et oui, on peut porter des changements. Là, la réforme des retraites, c'était des records, hein, le nombre de manifestants qu'il y a eu, de manifestants et de manifestantes. Et pourtant, ça n'a rien changé du tout. Mais je pense que s'il y avait... regarde, on voit qu'il y avait plus de 90% des actifs et des actifs qui étaient contre la réforme, mais ils ne sont pas tous allés manifester, ces gens-là. Or, on aurait décidé qu'on manifestait tous et toutes, mais ce serait indiscutable. Je veux dire, il y aurait même pas c'est pas possible, le pays ne pourrait même plus tourner si on avait tous décidé de faire grève. Mais on l'a pas tous fait. Bon, après, la question de grève, c'est évidemment le revenu derrière, etc. etc. Mais si les samedis où il y a eu des mobilisations, 100% des gens contre la réforme seraient descendus manifester, mais je pense vraiment que la réforme serait plus là. Je pense que le gouvernement Macron, il aurait dit... Parce qu'ils auraient rien pu faire quand tu as des dizaines de millions de personnes qui bloquent les rues. C'est tellement énorme. Un simple samedi, ça aurait contraint le Non, gouvernement. mais parce qu'après, il y aurait eu... Mais regarde, si tu penses à mai 68, il y a eu quand même un vrai blocage qui fait qu'il y a eu... Bon, après, c'est plus compliqué parce que ce qui a abouti à mai 68, c'est pas forcément toujours satisfaisant. Mais notamment parce que Giscard a été élu. Mais quand tu regardes quand même ce qui s'est passé, c'est qu'on a bloqué le pays. Là, moi, j'ai manifesté pendant 3 mois. C'était génial, c'était top. On a battu des records de mobilisation, mais on n'a pas bloqué le pays. Et si on avait décidé que tous les citoyennes et citoyens se prenaient en main et se disaient allez, si tout le monde y va, ça marche, on aurait bloqué et je pense que la réforme serait tombée à l'eau, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient contre et qui ne sont pas allés manifester, qui n'ont pas rejoint les syndicats, qui n'ont pas rejoint les militantes, etc. Et je pense que ces gens-là ont sous-estimé leur pouvoir politique. Et ils ont sous-estimé qu'ils étaient des concitoyennes et des concitoyens français avec un énorme pouvoir. Et malheureusement, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont bêtes du tout, eux, c'est parce que vraiment, ils se sont sous-estimés. Il y a une question que t'avais pas sur ta liste. Est-ce que t'es plutôt chien ou chat ? Ah, moi je suis plutôt chat, mais même carrément chat. Pourquoi ? Parce que en fait j'aime pas les chiens parce que ça les chouille. j'aime pas quand les chiens les chouillent. Mais j'aime tous les animaux, hein. Mais j'aime pas les chiens, ça les chouille, tu sais, ça te grimpe un peu dessus, ça te lèche, ça te laisse son odeur sur toi. Les chats c'est distingué, tu vois, c'est propre, ça a pas besoin de te grimper dessus et de les chouiller, quoi. Je passe mes journées avec des poules et des oies. Hein, donc à jardiner en claquette avec des poules et des oies, à marcher dans la merde, je suis pas sûr que ce soit très bourgeois. Mais je sais pas, les chiens, non, mais c'est pas assez propre, tu vois. Mais c'est pas une question de bourgeoisie ou de prolétariat, c'est une question de... Non, c'est juste pour te titiller sur le distingué qui me faisait bien rire. Ouais, distingué, c'est vrai que ça fait un peu bourge de dire distingué, mais... Non, mais tu vois, un chat, c'est un peu propre, c'est un peu... ça se lèche, ça se fait sa toilette tranquille et tout. Moi, j'aime bien. Alors que les chiens, tu vois, en plus, les chiens qui ont des poils blancs, longs, ils vont dans la boue, ils te foutent de la boue partout, ça pue et tout. Ça, j'aime pas trop, tu vois. Mais pourtant, je dis ça alors que je... Non, mais c'est con ce que je dis, parce qu'en plus, moi, à chaque fois, je prends mes poules, je la prends dans mes bras, alors que la poule, elle passe la journée à dormir dans sa merde. C'est pas forcément distingué, mais... On a bien compris ta justification. Mais moi, je l'ai pas compris, donc je sais pas comment. Bon, je pense qu'on va pas boucler plus sur cette question. Merci pour votre écoute et nous retrouverons notre voix militante au prochain épisode.